L'échiquier international, soyez les bienvenus. Le Niger donne son aval officiel. Désormais, la médiation algérienne est chargée de résoudre la crise qui le traverse. Ce feu vert octroyé par Niamey n'est pas le fait du hasard. Dès les premières journées post-coup d'État ayant provoqué la marginalisation forcée du président Mohamed Bazoum, Alger entre en action. Comment peut-il en être autrement? On rappelle que les deux pays partagent une frontière commune de 1000 km et surtout que le syndrome libyen de la feu Jamahiriya non seulement hante mais enquiste encore toute une région dont Alger et les autres pays adjacents font encore les frais. Le Niger alors, pendant que certains à distance sonnaient le clairon de la guerre et en appelaient à une intervention, Mohamed Attaf effectuait lui une tournée dans 3 pays de la CEDEAO, Nigeria, Bénin et Ghana, pour prendre le pouls diplomatique et surtout plaider pour une solution politique au Niger auprès de ses interlocuteurs ouest-africains. Cette feuille de route accueillie favorablement par les autorités nigériennes n'est donc pas le fait du hasard. Celle-ci, même si le plus gros reste à faire, est comme une lueur d'espoir. Ahmed Attaf, sous l'égide du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, est d'ailleurs invité à prendre la direction de Niamey dans les plus brefs délais, en dépit de l'évitement, espérons le définitif, d'une guerre interafricaine. Le défi pour l'équipe de diplomates algériens est d'asseoir les conditions afin que toutes les parties nigériennes reprennent langue dans un esprit de confiance et un environnement apaisé, le tout préservant les intérêts du Niger. Un défi majeur donc pour la relation algéro-nigérienne, pour l'ensemble du bassin sahélien et surtout pour l'Afrique, à savoir au problème africain, une approche interafricaine après un dialogue et avec un dialogue africain. Il est temps peut-être la médiation d'Alger au Niger. On en parle dans un moment avec nos invités du jour. Donc je vous le disais, nos diplomates ont le feu vert pour conjuguer leurs efforts et résoudre, on l'espère, la crise au Niger. Ahmed Attaf attendu dans les prochaines heures à Niamey. Parlons-en des tenants et des aboutissants de l'action diplomatique d'Alger avec tout d'abord le journaliste et spécialiste de l'Afrique, Siddiq Abba. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent, c'est toujours un plaisir. Moi aussi, c'est toujours un plaisir d'être à cette émission et de partager ma modeste analyse des événements. Je dirais partager et accompagner, on sera accompagné par un habitué de nos plateaux, mais c'est toujours, on est content toujours constamment de l'avoir avec nous, c'est Hassan Kassimi, expert en questions géopolitiques. Un plaisir de discuter avec vous, Hassan Kassimi, bonsoir. Bonsoir, le plaisir est partagé. Alors, Siddiq Abba, commençons par vous. L'aval consenti à l'initiative d'Alger remet au centre la solution politique alors qu'il y a quelques semaines, on évoquait la guerre à tout bout de champ. Le pire est derrière nous selon cette feuille de route. Est-ce qu'on peut dire que définitivement le Niger a évité la guerre? Oui, en tout cas, il y a aujourd'hui un espoir de trouver une issue politique et diplomatique à la crise nigérienne. La peur de l'opinion nigérienne et la peur de tous les amis du Niger était qu'une guerre soit envisagée pour imposer le retour à l'ordre constitutionnel normal. Parce qu'une guerre serait contre-productive et une guerre présenterait des inconvénients au moins sur 3 plans. Sur le plan d'abord du coût humain, le tribut humain que le pays aurait payé à cette guerre-là, parce que pour ceux qui connaissent bien Niamey, la capitale du Niger, les lieux du pouvoir sont en milieu urbain, au cœur de la capitale. Vous ne pouvez pas envisager une guerre, même de type chirurgical, sans qu'il y ait des dégâts collatéraux, des dégâts humains importants. Le deuxième aléa de la guerre, c'était aussi l'impasse politique dans laquelle elle conduirait. Parce que si on rétablissait par la force le président Bazoum, on ne voit pas comment et avec qui il gouvernerait. Enfin, il y a aussi un troisième aléa que cette guerre allait imposer, c'est aussi les conséquences qu'elle aurait du point de vue de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Si l'armée nigérienne était affaiblie, si les armées burkinabées, maliennes qui entreraient en guerre aux côtés du Niger étaient affaiblies, tout cela ne ferait que profiter aux terroristes. Et à l'issue de l'évaluation de tous ces risques, on a toujours estimé que la meilleure chose pour le Niger était une solution politique et diplomatique. Et aujourd'hui, la confirmation
que le Niger accepte la médiation de l'Algérie conforte le camp de tous ceux qui espèrent la solution diplomatique et politique. Et j'espère que cette initiative diplomatique va prospérer et va éviter au Niger et à l'ensemble de la sous-région une guerre. Parce que comme vous avez si bien rappelé en début d'émission, le Niger est un pays frontalier de la Libye. Et tout le monde sait le désastre que l'intervention occidentale a pu provoquer en Libye. Et étant vacciné par les désastres de cette intervention en Libye, personne ne voudrait d'une guerre, en tout cas pas les Nigériens et pas les amis du Niger, d'une guerre au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel après le coup d'État du 26 juillet. Alors, Hassan Kassimi, on va évoquer cette feuille de route d'Alger plus en détail, mais au fond, qu'est-ce qu'elle a de plus, cette feuille d'Alger, en parallèle avec peut-être d'autres propositions de paix? Vous savez, d'abord, il faut dire une chose qui est très importante, c'est que l'Algérie vient d'abord d'enterrer définitivement l'option militaire, une option militaire dévastatrice, désastreuse, et qui a été bien sûr soutenue par certains pays. Et là, on a failli rentrer dans la sous-traitance. Un autre scénario qui ressemble à celui de la Libye. Vous devez savoir que quand on va dans une guerre, on sait quand est-ce que ça commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça se termine. En Libye, ça a commencé en 2011 et il y a toujours la guerre. Au nord du Mali, quand les Français sont intervenus en 2011, ils sont intervenus pour quelques mois et ils sont restés 10 ans au Mali. Et là, les objectifs pour lesquels les interventions étrangères se font et se mettent en place, c'est d'instaurer la paix et la sécurité. Malheureusement, sur le terrain, ce qu'on conçoit, ce qu'on regarde et ce qu'on observe, c'est que c'est le contraire des objectifs qui sont affichés. Nous avons une extension de l'instabilité, de l'insécurité, l'État est affaibli et vous avez aussi une prolifération de groupes armés et de groupes terroristes. Et là, la proposition de l'Algérie, qui a été acceptée par les nouvelles autorités nigériennes, et là, il faudrait expliquer un peu des terminologies qui ont été utilisées par certaines parties, je dirais des pyromanes, qui ont tellement soufflé, qui ont voulu absolument allumer le feu encore une deuxième fois au niveau du Sahel. D'abord, il faut dire que la CEDEAO s'est empressée pour prendre une décision d'intervention, de faire intervenir les forces d'attente au niveau du Niger. Et là, vous devez savoir que les autorités de la CEDEAO ont fait une très mauvaise évaluation de la situation parce que intervenir au Niger, ce n'est pas une mission de bon loisir, ce n'est pas une mission touristique. Et croyez-moi que l'armée nigérienne, c'est une armée qui est aussi professionnelle, qui a 25 000 hommes. Et n'oubliez pas, dernièrement, cela fait de cela quelques jours, peut-être une semaine ou plus, il y a eu le traité du Laptico-Gourma, traité une alliance de sécurité entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc, dans le cas où la CEDEAO, les forces d'attente de la CEDEAO auraient intervenu au Niger, il y aurait eu la riposte des trois pays, du Niger, du Mali et du Niger. Du Niger. Donc, croyez-moi que ce complot qui devait exploser sous la figure des pays africains et particulièrement l'Algérie, qui est un pays frontalier, qui a avec le Niger 950 kilomètres de frontières, et là, croyez-moi que ça aurait été la porte ouverte de l'enfer et ça aurait été des dérapages que personne n'aurait pu maîtriser en pareille situation. Et là, je reviens aux propositions de médiation de l'Algérie. L'Algérie propose un plan de paix, un plan de sortie de crise qui s'étale sur plusieurs axes. Le premier axe, c'est de mettre en place une autorité civile qui serait présidée par une personnalité reconnue, acceptée par tout le monde, sans exclusion, sans discrimination, et sur une période de transition qui serait arrêtée d'un commun accord par toutes les parties. Bien sûr, notre ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, a été chargé par le président de la République d'aller se déplacer rapidement au Niger pour essayer de mettre en place une vous avez rappelé les de plus négociation. Importants axes. Sédé Kaba, je vous pose la même question d'une manière un peu différente. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, que les autorités nigériennes ont acquiescé à la feuille de route d'Alger? Je vous donne la parole tout de suite, mais je rappelle, plus en détail, M. Hassan Kassimi vient de le faire, mais je rentre plus dans les détails. Alors, la feuille de route d'Alger, en quoi elle consiste? C'est un plan de transition de 6 mois
avant un retour à l'ordre constitutionnel et démocratique au lieu des 3 ans suggérés par les autorités militaires. Et surtout, durant cet intervalle, la participation et l'approbation de toutes les parties au Niger, sans exclusion et sous la tutelle d'une autorité civile dirigée par une personnalité consensuelle et acceptée par tous les bords de la classe politique. Alors, c'est ce plan dont je parle, M. Sadi Kaba. Qu'est-ce qui a fait que les autorités nigériennes ont finalement accepté? D'abord, il y a la crédibilité de la médiation algérienne. Vous savez, l'Algérie a autant condamné le coup d'État que condamné l'intervention militaire. Donc, ça lui donne une certaine légitimité, à la fois auprès du pouvoir qui a été renversé et auprès des militaires qui ont pris le pouvoir, puisque la condamnation du coup d'État satisfait le pouvoir qui a été renversé. Et la condamnation de l'intervention satisfait aussi les autorités qui ont pris le pouvoir. Donc, il y a la légitimité et la crédibilité de l'Algérie en tant que médiateur. Deuxième chose, je pense aussi que l'expérience algérienne au Sahel, que ça, au Mali, où les dégâts étaient beaucoup plus importants, avec la guerre entre le régime de Bamako et le groupe armé Touareg, qui ont abouti à l'accord d'Alger de février 2015, et la preuve, en tout cas pour les parties nigériennes, que l'Algérie a une certaine expertise en matière de négociation au Sahel. La troisième chose importante, à mon avis, c'est aussi la feuille de route que vous avez détaillée. Ce n'est pas ce compromis, ce n'est pas ce qui va être le compromis, mais chacune des parties nigériennes a estimé qu'il y avait là une base de travail sur laquelle on peut avancer, un agenda qu'on peut améliorer. On peut peut-être voir la durée de la transition, si c'est 6 mois, si c'est 9 mois, ça peut se discuter. Quelle va être la personnalité? En tout cas, le fait déjà que ça permette d'éviter la guerre et d'engager la discussion, à mon avis, tous ces éléments mis ensemble ont permis aujourd'hui que toutes les parties nigériennes soient d'accord pour que Alger serve de cadre de discussion. Et après le discrédit de la CEDEAO en tant qu'organisation régionale et les voisins du Niger comme le Nigeria qui auraient pu jouer ce rôle, puisque le Nigeria a 1500 km de frontières avec le Niger et a des groupes ethno-linguistiques, les Haoussa, les Kanouri, les Peuls qui sont des part et d'autres. Mais la posture du Nigeria a fait qu'il a été disqualifié pour être médiateur. La posture de la France a fait qu'elle aussi, elle ne pouvait pas être médiateur. Donc, si vous prenez l'ensemble des éléments, la qualité de la proposition algérienne, l'expérience de l'Algérie dans les médiations au Sahel, la légitimité que l'Algérie a auprès des partis, vous comprenez pourquoi cette médiation a été acceptée. Et maintenant, on souhaite que cette médiation prospère et qu'elle donne des résultats qui permettent au Niger de retrouver très rapidement un ordre constitutionnel normal en évitant la guerre. Alors Hassan Kassimi, je voudrais prolonger ce que vous disiez tout à l'heure. Le président Abdelmadjid Tebboune a fait savoir dès le 6 août qu'il refusait catégoriquement toute intervention militaire extérieure au Niger qui représente selon lui une menace directe pour l'Algérie, catastrophique. Donc serait synonyme de, vous avez rappelé, les conséquences d'une éventuelle intervention. On connaît la crise migratoire, mais aussi ce type d'opération serait un incubateur pour le terrorisme et le crime organisé, c'est-à-dire ce qui a suivi la chute de la Libye de feu Muammar Kadhafi. Mais j'essaye de prolonger ce que vous disiez tout à l'heure. Comment vous expliquez que certains pays ont appuyé quand même la solution militaire au Niger, certains pays africains qui pourraient être victimes eux-mêmes de ce type d'intervention? Comment vous l'expliquez? Vous savez qu'au sein de la CEDEAO, quand il y a eu une décision d'intervenir militairement, de faire intervenir la force d'attente de la CEDEAO au Niger. Et là, il y a eu, bien sûr, une levée de boucliers dans les pays de la CEDEAO, la classe politique, la société civile. Bien sûr, il y a eu de hauts gradés de l'armée et des états-majors de ces pays qui n'ont pas accepté à ce qu'une telle décision soit prise avec beaucoup de précipitation. Et là, vous devez savoir que les présidents, quand ils ont vu cette levée de bouclier, quand ils ont vu aussi ce qui est très important au Niger, c'est que la population elle est sortie massivement pour soutenir les nouvelles autorités. Et là, bien sûr, vous avez entendu, comme tout le monde, les télévisions françaises spécialisées dans la propagande et dans la diversion, ont toujours taxé ces nouvelles autorités de putschistes, de coups d'État. Pour moi, il n'y a pas eu de coup d'État. Ce ne sont pas des putschistes. Le régime et le pouvoir de Bazoum et de' s'est effondré pour la simple raison que c'est des autorités qui ont
piller le pays. C'est des autorités. Oui, mais Hassan Kassimi, pardon, je vous interromps, mais ce qu'on appelle un coup d'État, c'est-à-dire on sort du cadre constitutionnel, c'est ça ce qu'on appelle un coup d'État. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est que ces pouvoirs se sont effondrés. D'accord. S'effondrer pour la simple raison qu'ils ont mis à genoux le pays, ils ont livré leur pays à des autorités étrangères, ce qui explique pourquoi le pouvoir s'est effondré et qu'il y a eu de nouvelles autorités qui sont arrivées pour redresser un peu la situation et récupérer une souveraineté qui a été bradée. Vous devez savoir qu'au Niger, tous les gisements d'uranium ont été cédés par une convention pour une durée à des prix bradés pour une période de 40 ans. Donc, ce qui explique un peu pourquoi le pouvoir de Bazoum s'est effondré et pourquoi il y a eu une réaction énergique et forte de la part de l'armée nigérienne. Donc, je reviens à cela. Donc, les concepts sont importants. Les expressions utilisées, ce sont des expressions qui sont manipulées et qui servent des intérêts bien précis. Et les Français, vous devez savoir que ce ne sont pas de bons exemples en matière de démocratie, de liberté, de dignité Justement, on va parler de la France. On va parler de la France. Et là, croyez-moi que tous les potentats, tous les tyrans qui ont été soutenus par la France en Afrique n'ont jamais été taxés de junte et n'ont pas été taxés de dictature ou de tyrannie. Très bien. C'est des cabas, justement, en parlant de la France, le Niger a vécu une semaine chargée après l'annonce du président français Emmanuel Macron, le départ officiel des 1500 soldats français, départ qui sera effectif au cours de l'année. Un départ, dit-il, concerté avec les nouvelles autorités nigériennes, c'est-à-dire que finalement on reconnaît implicitement les nouvelles autorités du pays, ce qui était exclu au départ par Paris, qui finalement revient à la version du statut, par exemple, de l'otage de l'ambassadeur français. Au début, les autorités françaises disaient que c'était un otage. Et puis, il s'est avéré qu'on le laisse partir librement. Donc, finalement, c'est je sais pas, c'est une stratégie de communication, c'est un narratif que, finalement, se trouve neutralisé par le concret ou le réel. La France a commis une grave erreur d'appréciation. C'est peut-être un euphémisme, en refusant d'accéder dès le début à la demande de rappel de l'ambassadeur et à la demande de retrait de troupes. Dans un cas ou dans l'autre, la France n'avait pas d'argument recevable pour refuser d'accéder aux demandes des autorités. Et d'ailleurs, le plus surprenant, c'est qu'elle l'avait fait au Mali, elle l'avait fait au Burkina Faso, mais elle refusait de le faire au Niger, peut-être parce que les enjeux étaient plus importants. Mais il est évident que la position de la France dans ce bras de fer était devenue intenable. La France a toujours défendu le principe qu'elle est au Niger dans le cadre d'un partenariat de combat avec les forces nigériennes contre le terrorisme. À partir du moment où votre partenaire de combat dit qu'il ne veut plus participer avec vous au combat, il n'y a plus de justification à la présence militaire française. Monsieur Ité était enfermé à partir du moment où il a été expulsé par les autorités nigériennes qui ont même donné un caractère juridique et judiciaire, puisque le tribunal de grande instance de Niamey a demandé son départ. Il était bon qu'à partir de là, que la France, par humilité, reconnaisse que les autorités du Niger ont le droit de demander le départ des forces françaises. Elles ne l'ont pas fait. Et je pense qu'ici à Paris, les gens étaient dans une posture de diplomatie verticale où avant on donnait des ordres aux anciennes colonies et que ça marchait. Elles n'ont pas compris que les choses ont beaucoup évolué, que l'Afrique a changé, que même les anciennes colonies aujourd'hui ne peuvent plus recevoir cette diplomatie verticale avec des coups de menton, avec souvent même un excès d'ego envers les dirigeants de ces pays. Je pense que c'est cela qui n'a pas marché et j'espère que la France a tiré les leçons de cet échec dans le bras de fer qu'elle a engagé avec la junte, avec les militaires nigériens, et on savait déjà dès le départ que ce n'était pas tenable. Finalement, la raison a fini par l'emporter et la France a décidé à la fois de rappeler l'ambassadeur, mais aussi de discuter d'un calendrier de retrait de ces forces du Niger. Alors Hassan Kassimi, objectivement, la France avait un rôle central au Sahel, ne serait-ce que par sa politique sécuritaire qui était chapeautée par Paris depuis des décennies. Et puis en l'espace de 2 ans, l'ancienne colonie est contrainte de quitter 3 pays qui étaient sa chasse gardée en l'espace de 2 ans, 18 mois. Peut-être on arrive à la fin d'un cycle, non ?
Vous savez que la politique de la France en Afrique, elle n'a pas été sécuritaire, elle a été coloniale. Et là, vous avez vu un peu comment les autorités françaises, à leur tête Macron, le président Macron, a eu beaucoup de mépris et il a traité avec beaucoup de dédain les nouvelles autorités nigériennes. Et il a toujours, jusqu'à la dernière minute, refusé de discuter avec ces autorités, les considérant comme étant des putschistes, donc des pestiférés avec qui il ne fallait pas discuter. Donc, mais ce qui est arrivé en réalité au Niger est le résultat de l'action perverse de la France dans ce pays en le pillant et en le mettant à genoux, en mettant en place au pouvoir des potentats et pratiquement des sous-traitants qui ont vidé les caisses de l'État, le trésor public. Et là, je vais vous donner encore une autre information très importante. C'est que l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger avait deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'éliminer physiquement les nouvelles autorités nigériennes. Et le deuxième objectif sur lequel personne ne parle, c'est d'éliminer Bazoum, le président nigérien. Pourquoi éliminer Bazoum? C'est le même scénario qui a été mis en œuvre de manière lâche et inhumaine en Libye et en Irak avec les deux présidents, Saddam Hussein et Kadhafi. L'objectif de l'intervention militaire au niveau du Niger, c'est aussi l'élimination de Bazoum. Pourquoi l'élimination de Bazoum? Parce que l'élimination des deux autorités, les nouvelles autorités et Bazoum, aurait créé un vide, une vacance constitutionnelle, et là, la France serait intervenue comme c'est sa spécialité, c'est la spécialité de Bernard Hénier, le patron des services de renseignement français, c'est d'installer au nord du Niger une autorité, un État Touareg, et au sud, une deuxième autorité. Et là, vous avez vu comment les services français ont manipulé une partie, certains chefs mercenaires touaregs, comme, souvenez-vous, les déclarations de Rissa Agboula. C'était un mercenaire, un ancien chef rebelle qui a, comme le MNLA d'ailleurs, qui a toujours travaillé sous-traité pour le compte des services secrets français. Et ces gens-là ont été instrumentalisés. Et je reviens au dernier point, n'oubliez pas que l'action de paix, le processus de paix que l'Algérie va mettre en place sera sans aucun doute, fera l'objet sans aucun doute d'une opposition et de tirs croisés de la part de certains pays. Justement, on va faire le parallèle. On va faire le parallèle entre deux puissances, la France et les États-Unis. Sidi Kaba, oui. Pendant que la France avait opté ou a opté durant toutes ces semaines pour une politique de confrontation, les États-Unis, sans bruit, faisaient l'exact contraire. Preuve en est le processus d'accréditation de la nouvelle ambassadrice américaine. Après le putsch, les Américains, dès le début, ont évoqué, d'ailleurs comme Alger, la solution politique, comme l'a déclaré d'ailleurs le chef du Pentagone, Lloyd Austin. Je peux répondre à vos questions? Rapidement, mais allez-y, oui, allez-y je vais rapidement. vous dire une chose, que la position des Américains a évolué, elle s'est un peu démarquée de la position française. D'abord, la position française jusqu'au boutiste, militariste, interventionniste, ont été pratiquement les facteurs les plus importants qui ont développé le sentiment anti-français en Afrique. Et là, les Américains ne veulent pas refaire les mêmes bêtises, ne veulent pas refaire les mêmes erreurs. Ils ont des intérêts en Afrique et ils ont intérêt à les protéger. La France est en train de perdre tous ses intérêts. Au lieu de mettre en place de nouvelles stratégies, de nouvelles politiques, une nouvelle culture dans les relations, en mettant bien sûr, essayant de faire disparaître le mauvais souvenir de la France-Afrique. Et là, mais malheureusement, les Français continuent dans les réseaux de focards pour pouvoir un peu continuer à dominer, à exploiter les pays africains. Alors, et là, je vous dirai une chose. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le dernier point, c'est que la France va essayer de parasiter l'action de l'Algérie. Et dernièrement, il y a eu encore un autre mercenaire, Touareg. Il est connu, le mercenaire, qui s'appelle Akli Chaka. Akli Chaka, c'est un Touareg qui vit en Angleterre et en Belgique. Il a la nationalité anglaise.
Et c'est un agent aussi du Mossad qui a été bien sûr activé. Alors, et dernièrement, il a fait une déclaration sur I24 disant que les Touaregs vont lever les armes contre l'Algérie. Donc vous devez savoir, pour la constitution du grand État sahrain Touareg, et là, vous devez savoir que c'est le vieux projet de Gaulle qui vient d'être remis sur scène par Hassan certaines Kassimi, parties hostiles à l'Algérie. On arrive à la fin. Alors la même question dirigée vers vous, Sidi Kaba, le parallèle, la différence de stratégie de Washington et de Paris. Non, très concrètement, dès le début de la crise, les Américains ont eu une lecture pragmatique de la situation au Niger et ont estimé qu'il était bon de continuer à discuter avec les militaires qui ont pris le pouvoir le 26 juillet, alors que la France était dans une posture de déni, disant que ces militaires ne sont pas légitimes et qu'on ne va pas parler avec eux. Les Américains, si vous vous souvenez, ont envoyé, l'administration Biden a dépêché une personnalité importante du département d'État pour venir à Niamey, rencontrer le chef d'état-major qui a été nommé, qui a discuté, madame, vous avez rappelé son nom, et ils ont continué à discuter parce qu'ils ont estimé qu'à partir du moment où les militaires qui ont fait auteur du coup d'État du 26 juillet ont pris l'ensemble des leviers du pouvoir, on ne peut pas ne pas discuter avec eux pour avoir une solution politique. Et leur posture a été celle-là, ils ont continué à discuter. Et du côté, en retour, les militaires qui ont pris le pouvoir n'ont pas exigé le départ des troupes américaines. Il y a environ 1000 soldats américains à la base aérienne d'Agadez et à la base aérienne de Niamey. Et ils continuent aujourd'hui à travailler justement dans la lutte contre le terrorisme. Donc, aujourd'hui, très concrètement, les Américains ont décidé d'avoir leur politique à eux, qui n'est pas alignée derrière celle de la France. Merci beaucoup, ça sera le mot de la fin pour notre rendez-vous du jour. Merci de l'avoir suivi pour cette discussion dont a pris part Sidi Kaba, spécialiste de l'Afrique et auteur également, et Hassan Kassimi, géopolitologue. Merci à vous deux, messieurs, et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Bonne suite des programmes sur Al 24 News.